Bonsoir tout le monde, c'est Baba Oram, grand retour dans les lives et accompagné de plusieurs personnes. Alors, je suis de retour provisoirement, ça n'est pas amené à durer. Il y a plusieurs personnes qui vont se présenter, qui sont du cercle du clos infrarouge. On va traiter, comme d'habitude, quatre sujets, ouais, on voit mieux là, quatre sujets d'actualité. Donc chacun va se présenter. Bon, moi vous me connaissez déjà. On va passer aux autres. Bah moi c'est Youssef, je suis habitué du local et des lives, comme d'hab. Je te laisse la parole Jérémy. Bonsoir, moi c'est Jérémy, je suis au sein du Cercle du Clos et je suis aussi sur Infrarouge et je l'amènerai à poser quelques petites questions, peut-être, euh, peut-être, pardon, quelques petites questions lors de certains sujets auxquels ou éventuellement répondre à quelques questions du chat. Bonsoir tout le Ouais, monde, c'est Razer. Moi, vous me connaissez déjà, j'étais déjà dans les premiers lives. Moi aussi, je fais mon retour, mais pour une durée permanente. Tu peux te présenter Bonsoir. un peu. je tiens à Désolé, je présenter t'ai un coupé. nouveau qui est Tom. Ouais, bonsoir, c'est camarade Alyosha. Bon, c'est mon pseudo, hein, mais sinon je m'appelle Tom. Ouais, du coup, je suis marxiste-léniniste. Je suis dans le cercle du clos. J'ai jamais encore été sur un live. Du coup, c'est mon premier live. Voilà. Sinon, dans le cercle du clos, je m'occupe du Twitter, c'est-à-dire que je publie des tweets de temps à autre. Je porte ma petite pierre à l'édifice, quoi. Alors Tom est un peu trop modeste, il s'occupe aussi de la partie Instagram, chose Ah qu'il fait oui, très bien. ah oui, d'accord, oui. Oui. Alors, le premier sujet d'actualité, je pense que ça vous aura pas étonné qu'on le choisisse, et ça va s'agir essentiellement de Barnier. Mais pour s'intéresser aux raisons de la motion de censure du gouvernement Barnier, il faut comprendre bien les axes sur lesquels on est confronté au niveau de l'Assemblée nationale. On a un système avec un bloc central qui se dit bloc démocratique, très démocratique quand on gouverne à coup de 49-3 et qu'on appauvrit le pays et qu'on force à rester dans une union que les gens, on doit le rappeler, hein, ont rejeté par l'intermédiaire des référendums sur la Constitution européenne. On voit la qualité de la démocratie. De l'autre côté, nous avons le Rassemblement national. Alors le Rassemblement national, comment on pourrait le définir aujourd'hui? Alors, on pourrait utiliser la ligne simplificatrice de nos chers gauchistes, c'est-à-dire que l'ensemble du Rassemblement national est fasciste. Si il y a des points sur lesquels on peut reconnaître un certain nombre de points qui pourraient être définis comme l'extrême droite, par exemple, de jouer sur la dérivation par rapport à l'immigration, il ne s'agit pas du tout de la même chose que lors de l'Allemagne nazie. Bon, il y avait l'Allemagne nazie, il y a un bouc émissaire qui a été choisi, mais il n'y avait pas une concentration de racailles juives dans les années 30 qui allait tuer, violer, dépecer au nom de Yahvé. Aujourd'hui, on se retrouve avec d'une part d'immigration qui joue aux terroristes et aux apprentis terroristes. On n'est pas sur la même schématique. Par contre, ce qu'on dit, c'est que cette petite frange qui n'est pas la majorité des immigrés, encore une fois, il faut le poser, sert le capital et les gauchistes, par l'intermédiaire de ceci, servent eux aussi le capital. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les boucs émissaires rêvés. Il y a une toute petite partie qui se fait bien connaître. Hein. Elle n'est pas punie par le capital. Elle a même quelque part été aidée depuis les années 90 par l'intermédiaire aussi du mouvement rap, avec les Nick, la police, etc. Foutre la merde dans les cités. Et les gauchistes les aident, donc aident à l'expulsion d'immigrés qui seraient de qualité c'est-à-dire du soutien indéfectible aux immigrés, même quand ils font les pires saloperies. Donc, ce qu'on pourrait presque dire, c'est que les meilleures aides, en fait, d'un éventuel fascisme, c'est actuellement les gauchistes. Ils devraient mettre en avant l'immigration qui se conduit bien au lieu de défendre une bonne frange de racailles en disant, oui, c'est parce qu'ils sont pauvres.
Mais écoutez, moi-même, je suis pas très riche et pourtant, je vais pas brûler des bagnoles. Voilà. Donc ce RN, il joue sur la dérivation un peu d'ailleurs comme le nouveau Front Populaire, quelque part en essayant d'excuser tout sauf, bien sûr, alors là, le blanc qui est devenu le méchant, ça aussi c'est une forme de fascisme, hein, quelque part. Hein. Et ça, c'est pour rester sur la partie ethno-racialiste du terme. Maintenant, le RN a aussi une vision culturelle de la France qui est beaucoup plus axée. Et là, on peut plus vraiment parler de fascisme au sens strict ou de racialisme au sens strict. On peut dire que la majorité du RN et on peut-être pas les plus hauts, les gens qui sont au plus haut niveau, mais tout du moins une masse de gens veulent simplement rester français, avoir leur petite culture française et c'est bien patriote. Et sur ça, il n'y a pas de problème. Simplement, le RN n'est pas nationaliste, encore une fois, on le dit, il n'est ni nationaliste ni patriote, parce que tout simplement, il n'a aucun problème à garder l'Union européenne, il n'a aucun problème à garder l'euro. Marine Le Pen, et ça c'est quelque chose sur lequel Asselineau a toujours eu raison, n'a jamais voulu sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, en l'occurrence, c'est toujours ce qu'on appelle, est-ce que ça aurait tendance à valider ce que dit Youssef Indy, ce serait toujours la partie droite, en fait, du mouvement macroniste. Il y a quand même des aménagements. Le RN, il s'est basé sur quoi pour faire sa fameuse motion de censure? Il s'est basé sur la question de l'imposition, sur lequel d'ailleurs il l'a rattaché par intermédiaire de la partie des Républicains qui était pro Rassemblement National, hein, et il a quand même ajouté la connotation sociale. Parce que, contrairement à certains crétins de gauchistes, le fascisme n'est pas une esthétique. C'est un moyen pour le capital de dévoyer les choses pour éviter qu'on regarde vraiment la très haute bourgeoisie comme frange parasitaire et frange problématique. Donc ce serait l'immigré qui coûterait trop cher. Tout ce qu'on peut dire, c'est donner cet avertissement, attention, quand bien même on éjecterait tous les immigrés, cet argent hein, qui est dépensé pour cette frange de population ne reviendrait pas dans les poches des Français. Elle retournerait au capital. Vous serez toujours aussi pauvre. Aujourd'hui, on est dans une société, il faut bien comprendre, qui est une forme non pas pyramidale, mais de masse tabac, avec la bourgeoisie déclassée, le prolétariat et un espèce de mât qui monte très haut, qui est ce qu'on appelle la haute bourgeoisie financière. Et ça, c'est quelque chose il faut absolument le comprendre et le comprendre très rapidement. Ça, c'est le côté RN, c'est sa partie sociale et la partie de on vous taxera moins qui séduit complètement les Français et qui donne l'illusion, en fait, que elle s'oppose à Macron. Alors oui, elle va s'y opposer dans un premier temps. Elle va jouer sur oui, mais nous on veut défendre les retraites. Oui, mais nous on laissera pas faire un certain nombre de choses. Oui, mais si, oui, mais ça. Pour pouvoir maintenir une possibilité de parvenir au pouvoir. D'autre côté, on a le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, il est entouré de quoi? Essentiellement de gens qui sont dans une vision qui n'est boboïque. Elle n'est pas révolutionnaire parce qu'elle veut garder l'euro, l'Union européenne, l'OTAN. Mélenchon s'est tu complètement et se taira justement sur cette question. Et ces pendants socialistes sont déjà en train de faire des accords avec Macron. Donc il s'agit de manœuvres purement politiciennes qui ne concernent pas le peuple. On ne parle plus d'ailleurs des gilets jaunes, on parle des agriculteurs mais en fond sonore. Hein. Ça n'est plus mis en avant. Donc à quel moment un communiste peut décemment faire un accord, un tant soit peu, même minimal avec Macron, et pouvoir se dire encore communiste? C'est absolument pas possible. Ce qui est quand même flagrant, c'est que le nouveau Front Populaire ne s'intéresse à l'économique et social, et encore sans avoir de programme, que quand éventuellement il y a des élections, quand éventuellement il y a un mouvement politique, dans le sens de mouvement, hein, se mouvoir, et non pas un mouvement au sens mouvance. Sinon, le reste du temps, il ne s'intéresse qu'aux blancs qui sont méchants, aux immigrés qui sont toujours gentils,
par essence, alors que ce sont des êtres humains comme les autres, donc il y a des gentils et des méchants. Bon. Et aux histoires postmodernes de trans, LGBT, tout ce que vous voudrez, sauf l'économique et sociale, hein. Ce qui ne va pas poser de problème à ces petits gauchistes qui sont le plus souvent des bourgeois. Donc, il a été éjecté pour que la gauche, en fait, reste dans cette illusion d'être encore la gauche. Mais tout du moins, les sociodémocrates, avec leur habituel axe de trahison, disent oui, mais nous, on a un parti de compromis. Ouais, surtout un parti de compromission. Et ça date pas d'hier, ça date de 1920. Donc, ça n'est presque même pas étonnant de voir une telle manœuvre. Donc, en l'occurrence, tout reste sans solution. Et évidemment, Barnier s'est fait éjecter parce que, en effet, l'Assemblée nationale macroniste ne représente plus ce qu'ont choisi les électeurs. Ou il fallait donner un gouvernement au Rassemblement national, ou il fallait donner un nouveau Front populaire. Mais le garder dans l'espèce de marasme c'est quand même une nouveauté, hein. Du temps de Chirac, il y a eu un gouvernement de cohabitation avec Jospin. On est sur un truc qui est complètement dingue et qui devient complètement fou. C'est une trahison quasiment de nos institutions, hein. Le fait qu'il n'y ait pas un Premier ministre de l'un des mouvements ou un Premier ministre de l'autre des mouvements. Ça, c'est quelque chose qui est complètement dingue. Et donc, ça amène quoi? Bah, ça amène à devoir analyser encore plus profondément le capitalisme. D'ailleurs, on fera à l'avenir une vidéo pour détailler tout ça, y compris ceci, hein? Ceci qui nous donne raison, hein, les gauchistes. Et ça date des éditions de Moscou. C'est le genre de bouquin que vous ressortirez pas, hein. Trop peur. Quoi qu'il en soit, Barnier est éjecté, mais on va se retrouver avec quoi maintenant? Soit en fait, ça va être bonnet blanc et blanc bonnet. Ça va être ni l'un ou l'autre des mouvances. Donc on peut craindre une énième motion de censure, et ces motions de censure de façon quasiment illimitée. Qu'est-ce que va choisir Macron? Bah, il semble que depuis la dernière intervention, il veut choisir exactement à peu près la même ligne. On va essayer de collaborer un peu avec les socialistes. Puis après, ils essaieront de collaborer un peu avec les républicains proches du Rassemblement national en essayant de démanteler ces deux mouvements. Mais ils n'y arriveront pas, visiblement. Donc, à voir, hein. Ça reste en suspens. La question essentielle, c'est les Français s'appauvrissent à vitesse grand V. Les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi hautes depuis de nombreuses années. Donc, est-ce qu'on doit continuer avec un système qui est en train de s'essouffler? Bon, les Français ont l'air de dire on préfère la stabilité gouvernementale. Mais messieurs, si vous vouliez la stabilité gouvernementale, fallait garder l'ancien régime. Parce que la démocratie pose aussi une part d'instabilité. Si vous voulez un monoparti ou un monopartisme, bah, c'est un petit peu contraire au principe de la démocratie que les Français, d'ailleurs que Charles de Gaulle avec raison à certains moments a traité de veau. La démocratie, ça implique une part d'instabilité, justement pour avoir le droit de changer d'avis, pour avoir des opinions différentes et une vision différente. On parle pas que de notre opinion. Ce qui est affreux aujourd'hui, c'est que on dirait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des opinions autorisées, et puis il y a le reste des opinions interdites qui constituent le complotisme. Barnier est mort de cette révolte du peuple français contre un système monopartiste. Ce que les Français ne savent pas, et ce qui est presque confirmé aujourd'hui par Youssef Indy, c'est qu'on est en monopartisme avec une aile gauche et une aile droite de ce monoparti. Je pense que j'en ai terminé pour ma partie. Maintenant, va venir les questions-réponses qui peuvent apparaître soit sur YouTube, soit les questions internes des différents intervenants. Merci. J'avais envie d'intervenir sur une chose, sur le discours de Macron dernièrement qu'il a dit. Il y a un truc qui m'a énormément choqué. Bon, bien sûr, il a forcément sa prise de position qui est au-dessus des autres. Ça a toujours été comme ça. Je peux réagir un truc. Par contre, parce qu'il y a une attaque ad hominem une personne qui usurpe le nom de Karl Marx. Je vois pas en quoi je suis un fils de cadre sup. Tu sais en plus pas de quoi je vis. Si tu veux voir des gens qui sont justement
assez embourgeoisés, bah, tu iras voir les gars là, tu sais, comme le gars là du compte Twitter là, tu sais, qui est tout le temps en colère, je me rappelle plus, Razer. Tu te rappelles l'espèce de gars là avec belle chemise, etc. C'est des vêtements troués que j'ai. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vois de qui tu parles, oui. Tu peux reprendre, Jérémy. Donc oui, c'était sur le fait que, à un moment à un moment donné, pour ceux qui l'ont vu ou pas vu, à un moment donné de son discours, en fait, hem, bon, forcément, il y a eu son ego surdimensionné qui parlait, mais il a quand même dit, heu: «Tous ceux qui m'entourent, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de lui», donc au niveau des députés, que c'était en fait, des profiteurs, que c'était, enfin, il a quand même changé, je trouve, son discours en pointant du doigt et en rejetant la faute sur, le Sénat tout entier, en fait, hein, parce qu'il a accusé vraiment, tout le monde d'être juste des profiteurs et ce qu'ils veulent, c'est la course à la présidentielle. Donc certes, il a raison, mais, est-ce que en fin de mandat, le fait d'avoir un discours complètement isolationniste, enfin, c'est ça qui me choque, en fait. Il préfère, continuer à avoir des ennemis plutôt que, bah, il préfère scinder plutôt que de réunir, en fait. Surtout sur une fin de mandat. Je sais pas ce que tu en penses, Kevin? Il réunira pas et c'est pas le but. Il est en plongée. Faut pas oublier que Macron est un serviteur d'un système. Il n'est pas lui-même libre, en fait. C'est, on va dire, le fils raté d'Atali. Parce que Attali est déjà pas très haut. C'est un gars qui est là pour remplir un cahier des charges. Or, bah, quand on a raté de la finance, parce que c'est un raté, un Macron de la finance, sinon il serait pas politique. C'est-à-dire que au moment où il y a, c'est comme si tu avais une forme de bébé financier qui naît. Oh ben il a un peu raté celui-là, bon c'est pas grave, on en fera un politique. Je pense qu'en tant que Mozart de la finance, il l'a bien prouvé, sur tout son mandat, sur tous ses mandats là, Et non, c'est une catastrophe, totale là. non, non, il a réussi. Le haute Pas bourgeoisie ne pas s'est jamais autant enrichi. Donc il a pas réussi. vraiment, hein. Pas vraiment par rapport à tout ce qu'il a vendu, à l'extérieur, hein. Si, la haute bourgeoisie, c'est le haut du gratin quand même, il s'est bien enrichi et puis surtout ils ont pu faire ce qu'ils veulent et ils pourront faire encore plus ce qu'ils veulent demain puisque le droit du travail est quasiment démantelé. Donc ils veulent démanteler le reste. En fait, Barnier devait servir de liquidateur. Il a servi à négocier le Brexit en faveur de l'Union européenne. Il fallait liquider la France, comme la Grèce. Sauf qu'il n'y a plus une troïka aussi forte. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Et sur ça, on ne peut pas totalement faire confiance au mouvement des agriculteurs, malheureusement, parce que non politisés. Et on peut comprendre que la politique les rebute, mais tant qu'ils n'auront pas une assise politique stricte, claire, nette, avec un projet, en fait, ils ne cesseront pas de se faire avoir. C'est dommage, hein, parce que c'est des gens fantastiques, mais c'est comme ça. Vous avez des questions sinon? D'autres? Non, j'ai rien à Dans le rajouter chat? dessus. Il y a quelque chose dans le chat? Des gens qui veulent et pas juger les différents intervenants? Alors si on aurait pu parler des agriculteurs et du Mercosur, mais, ça c'est un sujet qui est aussi, On va le aussi long et traiter, mais il vaudrait mieux le traiter dans dans une vidéo séparée qui réunifiera la question des agriculteurs et du Mercosur. Et bah peut-être vous serez surpris, peut-être ce sera Jérémy qui la fera, cette vidéo. peut-être, qui sait? Il est 21h20. S'il n'y a pas de questions, on peut enclencher le second sujet. Qui est le prochain intervenant? C'est moi. On démarre ou on Bah, démarre pas? Le chat, zéro. Pour les agriculteurs, on a déjà répondu. Merci. Youssef, on peut on te commencer? passe la parole. Ok. Bah, je vais vous parler du cas ukrainien et russe surtout, qui commence à inquiéter de plus en plus suivant les derniers mois.
suite aux déclarations de certains membres de l'OTAN, on va dire plutôt dirigeants, certains pensent que la Russie est presque dans la fin de la guerre, au sens où elle va déposer les armes et être affaiblie. Mais ça, c'est tout est une autre réalité. À la place, de soi-disant bons dirigeants qu'on a décident plutôt d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine, mais là, c'est pas plus du char, du fusil d'assaut ou autre. Là, ça ressemble plus à du. Comment dire? Là, c'est plus inquiétant. Et avec les missiles qu'ils ont portés depuis 300 km, que ce soit les missiles Scalp ou ATCM américains, ou que ça soit le plus inquiétant, c'est d'envoyer des troupes, que ce soit français, des troupes otaniennes, mais dont avec Macron et le Premier ministre britannique, dont je me souviens plus du nom, qui prévoit d'envoyer des troupes en Ukraine pour sécuriser ou pour faire une sorte de ligne tampon, ou d'être C'est devant pas les Russes. C'est pas Boris Johnson? Non, c'est pas Boris Johnson. Boris Johnson, il est sortant depuis longtemps. C'est le nouveau Premier ministre qui a suivi vers fin juillet, fin août à peu près. Et Keir Starmer. Oui, merci l'ami. C'est ça. Et récemment, avec le ministre français des Affaires étrangères, Joël Noël Birno, qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce que fera la Russie à notre égard à propos de la rhétorique nucléaire, que la Russie n'enverra pas les armes nucléaires sur nous, que tout ça c'est du bidon, faut avoir peur, c'est rien. Le nucléaire ne nous touchera pas, c'est faux, c'est invisible. Mais en tout cas, il dit que il faut envoyer, qu'il faut augmenter. Mais le problème dans cela, c'est que la Russie plusieurs fois a répété, suite aux dernières annonces qui s'est passé, ils ont décidé de changer leur doctrine nucléaire. En soi, qui considère que toute participation d'un pays nucléaire en aidant un pays qui est non nucléaire contre eux sera considérée comme une belligérance du pays nucléaire. Ils seront considérés comme si, pour la faire plus simple, comme s'ils combattaient un pays nucléaire. Et là, c'est là où devient le danger. Avec ce qui s'est passé vers Urshtemotsk, excusez-moi du nom, je vais juste voir, juste pour mieux me le dire, vers une ville où il y a eu lieu le missile, vers Dneprovsk, excusez-moi de la prononciation, avec le missile russe balistique où ils ont tiré des sous-munitions, qui sont à peu près grosses, à peu près on va dire 2 mètres, 3 mètres, sinon nucléaires en tout cas, qui sont prouvé qu'une chose, que même les missiles antiaériennes, que ça soit américaines ou otaniennes, que ce soit françaises ou autres, tout ce qui est défense aérienne, n'ont pas réussi à intercepter. On va dire l'équivalent à la vitesse, ça serait Mach 20, ça serait à peu près entre 20 et 22 000 km/h. Du supersonique. Ils ont réussi à envoyer à peu près 5 à 6 sous-bombes. Je vais vous stream la vidéo à propos de ça. Comment? Je crois que c'est 6 de 6 ou 7 salves dans un seul missile. En tout cas, ils n'ont pas réussi à l'intercepter et c'est ce qui est inquiétant, c'est que malgré cela, ils continuent à augmenter dans leur rhétorique et de ce que j'ai vu apparemment, c'est qu'ils veulent, ce qui est moins marrant, c'est que par rapport, à la Biélorussie, sur ça, c'est le moins marrant, c'est qu'ils veulent faire un soi-disant faire un sort de Maïdan. Mais à propos de faire des sortes de ce qui se passe à peu près comme en Syrie, où Mongolie écrasé en parlera pas par la Syrie, mais on va faire des financements de groupes d'insurgés. Ce qui est le plus inquiétant, c'est vers le sud, en Géorgie, de faire un autre Maïdan, mais où là, ça passe pas pour le coup, vu que le Parlement a refusé certaines choses et que certaines de ces manifestations sont soutenues par Soros et par les États-Unis d'Amérique, via d'autres groupes. Sur ça, vous avez quelques questions à poser ou par rapport à la crise des missiles? J'aurais voulu, souligner un point. Dernièrement, il y a un youtubeur assez connu qui a fait, une vidéo justement là-dessus, qui est Idriss Aberkan et qui avait souligné en fait la question, du message non compris forcément par les autorités européennes. Eux, ils l'ont compris en mode escalade, alors que forcément, bah, du côté, russe, ça a été envoyé comme un message d'avertissement parce que c'est un missile qui a été quand même tiré à blanc, heu, pour leur montrer que la Russie ne plaisante pas et eux continuent en fait, l'escalade comme des joyeux et ce qui correspond parfaitement au désert, au désert qu'a envie de laisser, le gouvernement Biden, derrière lui, en fait. Il y a un truc quand même à noter, c'est que
la théorie selon laquelle les Russes sont des fous furieux, en fait, ne tient déjà plus depuis très longtemps pour les gens qui se posent la question. Imaginez si la Russie, on avait dit, je sais pas, on va autoriser tel pays à balancer des, des tirs, des missiles ou autres, par exemple sur n'importe quel pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qui serait passé si ce n'est que la Russie aurait déjà été nucléarisée? Et étrangement, il y a beaucoup d'avertissements de la part de la Russie et il y a peu d'actions. Preuve que les Russes ne sont pas justement complètement cinglés et qu'on vous ment depuis le départ d'ailleurs sur ce conflit. Il y a quand même une vidéo qu'on serait peut-être tenté à mettre dans les descriptions quand même, parce qu'Anne-Laure Bonnel est repassée sur les Incorruptibles. Alors Anne-Laure Bonnel, c'est une journaliste d'investigation extrêmement talentueuse, sur lequel d'ailleurs il y a une fiche Wikipédia complètement mensongère, preuve que Wikipédia n'est plus du tout indépendant, l'a-t-il déjà été. Et en fait, Anne-Laure Bonnel, elle a même donné des cours à la Sorbonne, chose que Wikipédia ne dit pas. Donc, vous voyez comme quelqu'un de bien réputé à un certain moment peut être complètement sali et son histoire est réécrite d'un seul coup. Oui, il n'y a pas que les mouvements néo-féministes qui réécrivent l'histoire, hein, en ignorant les camarades ouvrières trieuses d'anthracite de la fin du 19e siècle et 20e siècle. Celles-là, elles n'existent pas. Ça, c'était la petite pique, en fait. Quoi qu'il en soit, Piotr Tolstoï même a dit que c'est pas eux qui font la guerre à la France, nécessairement, c'est la France qui fait la guerre. Et le fait d'ailleurs qu'il y ait de l'excitation sur les plateaux de télé, alors il y a un truc qui est presque drôle, qui est une image miroir. Vous avez LCI qui presque se réjouirait qu'on détruise intégralement le territoire russe. Par contre, quand c'est les Russes qui parlent de détruire le territoire français, là, ah non, mais c'est des fous, oh là là, etc. C'est ce que Asselineau avait souligné dans une vidéo pour son parti. Il avait dit que on subissait exactement ce qui s'est passé en 1914, c'est-à-dire le bourrage de crâne, quoi. C'est exactement ce qui se passe dans les médias, quoi. Oui. Et la problématique, c'est est-ce que on va pouvoir en sortir? Et de quelle façon en sortir? Je rejoindrai un peu l'avis de Piotr Tolstoï qui dit tant que les dirigeants en fait n'auront pas changé radicalement en Occident, ça va être très difficile de communiquer avec eux. Il parle déjà d'ailleurs d'organiser une force sans la Russie, de maintien de la paix face aux Corée du Nord, Corée du Sud, et pour ça il faudrait déjà que les deux acteurs soient d'accord entre eux. Alors certains l'ont quand même dit, ouais. Non, non, on va envoyer des troupes, mais dès le moment où on enverra des troupes, ça veut dire qu'on est en guerre. Donc, cette espèce d'aspect de remettre encore plus un étau envers la Russie ne va que déclencher un phénomène première, seconde guerre, avec quelque chose qui risque d'être encore plus violent la prochaine fois. Donc, à quel moment, en fait, la voix de la paix s'exprime dans tout ce marasme? Elle s'exprimera pas pour une raison très simple, c'est qu'il y a une guerre. En fait, cette guerre, elle est plus profonde. Elle est une guerre entre l'économie mondialisée occidentale de la vision États-Unis FMI actuellement et les BRICS, c'est-à-dire donner un nouveau souffle à l'économie. Il y a un truc qu'il faudrait quand même rappeler, et bizarrement, ça n'est pas pigé même des médias occidentaux qui se disent être pour la liberté. Mais les pays devraient avoir aussi le droit d'être libres de ne pas suivre l'Occident. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. On dirait qu'au-delà de l'Occident, point de salut. Alors c'est un peu étrange d'ailleurs que les gauchistes ne gueulent pas sur ça aussi. Preuve d'ailleurs qu'ils sont pas, que même les derniers pans qu'ils pouvaient avoir à gauche ont déjà disparu. Nous, on se dit plus de gauche parce que maintenant la gauche est tellement affectée par les gauchistes que dès qu'on parle de gauche, on se fait atomiser par la population entière. Sur ça, c'est qu'à propos du nucléaire, où certains disent qu'ils ne tueront pas, mais dans le cas où il faut en parler, c'est que de ce que j'ai vu, de ce qui a été passé sur un article à la télévision russe, c'est qu'à peu près 50%, pas 50%, mais on va dire 45% de la population russe ont un peu marre de ce que subissent leurs propres hommes sur le front.
Je sais qu'à peu près qu'en Russie, ils ont énormément de blessés graves. Quand je dis blessés graves, c'est tout type blessés simples ou qu'ils ont soit un trou dans le ventre ou soit ils ont puté suite au combat. Mais là où c'est inquiétant, c'est que la rhétorique de Poutine de faire le gentil flic et de l'autre partie de la manche politique russe ne marche plus. En fait, le rôle de Poutine en faisant le gentil flic ne marche plus et c'est plus la version du méchant flic commence à augmenter de plus en plus. La version de Dmitry Medvedev, la version la plus agressive au sens que même chez les Russes, ils commencent à parler d'utiliser du nucléaire tactique. On dit nucléaire tactique par rapport à la politique russe, mais du simple citoyen russe qui parle que soit on atomise l'Ukraine, soit on atomise l'Ouest. Parce qu'en Russie, ils se préparent déjà à faire des bunkers antinucléaires qui peuvent durer 2 jours ou je ne sais pas la spécificité, excusez-moi de ma précision. Mais en Russie, ils se préparent déjà à ce scénario-là, en tout cas par rapport à l'Ouest. De toute façon, de toute façon, sur cette question, d'un côté et d'autre, c'est une méthode d'étranglement. C'est un peu des menteurs, hein. Parce que, en fait, ça avait déjà été théorisé, la question de la guerre nucléaire dite non pas avec le nucléaire tactique qui a peu voire pas existé, hein. Il y a eu un moment un espèce de super canon qui balançait des charges nucléaires, mais ça a été abandonné parce que ce serait l'irradiation totale d'un côté ou d'autre des camps. Peu importe. Le nucléaire maintenant stratégique, euh, il faudrait reprendre quand même la théorie qui avait été émise d'un côté et d'autre, qui était la théorie d'Adema. Pour ceux qui ne savent pas, la théorie d'Adema, c'est la destruction mutuelle assurée. Ça veut dire qu'il n'y aurait aucun gagnant ni perdant. Il y aurait juste des cendres nucléaires. Et ce serait d'autant plus catastrophique et dramatique que même pour les pays qui ne seraient pas touchés, il y aurait tellement de soulèvements de poussière dû au nombre de missiles qui atterriraient d'un seul coup, que visiblement la poussière, alors là, ça réglerait le problème du réchauffement climatique, quelle que soit son origine. Nous, encore une fois, on est sur une origine naturelle. Euh, le, le, le congrès des scientifiques capitalistes lui planche pour réchauffement climatique d'origine humaine, puisque ça arrange en fait ces messieurs. De toute façon, avoir légitimé l'appauvrissement de tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'était juste un petit bémol. Il y aurait tellement de poussière que ça masquerait le soleil. Donc très vite, vous auriez plus de photosynthèse. Plus de photosynthèse, c'est-à-dire la mort des herbivores, les herbivores carnivores, etc. jusqu'à nous. Donc même combien même vous prévoyez un système de bunker avec système agronomique interne, fermé, etc. Il faudra toujours des ressources en eau. Et cette eau, elle n'est pas recyclable à l'infini. Il faut des ressources animales, etc. Donc ces bunkers, ils tireraient quoi quelques mois, voire un an, et après les gens mourraient. C'est pas bien fiable, ça. Donc personne n'a intérêt à ce que l'ensemble des bombes soient lancées. Mais la Russie préférera, et on peut le comprendre, et c'était compris de tous les peuples, hein, occidentaux comme orientaux, les gens voulaient, enfin les gouvernements, même les gens assez puissants disaient, si on doit mourir, on ne mourra pas seul. C'est là où est le danger justement du nucléaire, du point de vue militaire, hein, pas du point de vue civil, bien entendu. Ce qui est le plus inquiétant dans le déroulement, je vais vous faire une petite partie rapide, c'est que ça a commencé très rapidement par des échanges thermobariques ou bombes conventionnelles. On va dire par exemple que ce soit la Russie, les États-Unis ou un pays de l'OTAN qui attaque la Russie ou la Russie l'un des deux qui commence. Simulons par exemple que la Russie attaquait quelques bases de l'OTAN vers l'est. Après, il y a les États-Unis ou un des membres de l'OTAN qui répondent sur 2-3 bases vers l'est de la Russie ou d'autre part de la Russie. Un autre pays va lancer une nucléaire tactique, puis un autre va lancer un nucléaire tactique. Après, ça va augmenter. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que ça va passer rapidement, facilement. Au bout des 2 premières heures, c'est là où ça va jouer. Aux 2 heures, tout le monde est fini. Ce qui est inquiétant, c'est que sur la portée des missiles russes, et que ça soit occidentaux, c'est que côté russe, on va dire au moins de 20 minutes, il n'y aura plus d'Europe occidentale, et pour les États-Unis, c'est 30 minutes. Et côté de l'Ouest, il faudra à peu près, ça dépend où sont positionnés les missiles, mais c'est entre 30 à 40 minutes. De toute façon, il y a des systèmes automatiques qui, dès le moment où ils détectent des missiles nucléaires,
Et ça, c'est d'un côté et de l'autre, ils balancent la sauce. Donc de toute façon, il y aurait plus de Russie, il y aurait plus d'Europe de l'Ouest, il y aurait plus d'États-Unis très rapidement, mais il y aurait plus rien sur un terme, on va dire, de quelques années, à peine. Euh, Quelques milliers d'années. quelques années, parce que s'il y a plus de photosynthèse, en quelques années, il y a tout qui crève. Il y a tout qui crève. Faut pas oublier que des missiles balistiques comme ça nucléaires, l'onde de choc des centrales qui sont à côté, il y a tous ces aspects-là et après ouais, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. De toute façon, à partir du moment où que c'est à quelques centaines de mètres, voire 1 kilomètre d'une bombe nucléaire, tu même pas le temps de dire: «Ouf», tes atomes, ils ont déjà sauté, tu transformé en du gaz. T'as même pas le temps de réagir ni quoi que ce soit, en fait. Il y a, Exactement. Même de il- sentir. il y a presque quelque chose d'ironique à la situation. Je ne sais pas si les quelques personnes qui nous regardent en live, là, pour les 14 spectateurs simultanés, se rendent compte, mais on est bourré de ressources. On est bourré de ressources, malgré ce que disent les écolos ou des conneries. Bien sûr il faudrait dépolluer, il faudrait se renforcer technologiquement de façon à moins polluer, augmenter notre propre croissance, etc. Mais on a déjà largement de quoi faire au niveau bouffe, au niveau bien de consommation, etc. On a tout pour être heureux, en clair. Et on est en train de tout détruire. On est en train de se détruire intégralement. Tout le monde désespère, tout le monde croit qu'on va mourir en 2035 du réchauffement climatique. Tout ça, c'est des bêtises. C'est un mode de fonctionnement anxiogène pour vous maintenir sous contrôle. Et encore pire, les gens y croient. Ils sont presque prêts à y aller. On dirait presque des gens, alors qu'il n'y a pas de raison, qui viennent d'un fleur au fusil en disant bon allez on y va quand même à la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes dingue en fait. Alors pour te souligner, c'est même plus de la croyance, on est plutôt sur une sorte de transcendement où ça régit carrément le rythme de vie de certains, en fait. Ils vont changer toutes leurs habitudes, parce que, beh, voilà, sauf que les gens se trompent au fur et à mesure, ils s'en aperçoivent au fur et à mesure. On n'a jamais été une Ah époque, bah, Jérémy, on n'a jamais eu une époque aussi riche et on risque de mourir par erreur. c'est ça. C'est exactement ça. Alors, il vaut mieux, pour les capitalistes, il vaut mieux ne pas passer au socialisme qui serait la solution. Hein. On parle pas des pseudo-marxistes que vous voyez sur Twitter, mais du vrai, hein. Le vrai socialisme, hein. Celui-là. Hein. On préfère ça, on préférait tous mourir plutôt que ça. Non, les gros acteurs capitalistes, simplement, il faut qu'ils pompent les richesses jusqu'au bout. Et pour cela, il faut aller jusqu'à atomiser cette forme de démocratie et transformer le réel que vous avez devant vos yeux en disant tout va aller plus mal demain. Et en continuant cette espèce d'aspect guerre anxiogène, etc., ils vous font les poches. Pendant que vous avez peur, ils vous font les poches. Parce que malheureusement, je vais reprendre les termes d'Idriss Aberkan, mais oui, il a bien raison sur ce fait-là, que c'est bien euh, ces cinglés les fameux cinglés du sous-sol, euh, tout ce qui est beaucoup de néocons que tu peux avoir aux États-Unis qui vont mais jubiler parce qu'ils ne rêvent que de ça. Mais alors qu'ils ne sont pas conscience du tout des conséquences que ça peut amener, que ça soit sur la faune, la flore, les êtres humains et tout le reste en fait. C'est des hérétiques qui mériteraient vraiment d'être enfermés à vie. Exact. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à cette partie qui a été soulevée par Youssef et commenter un petit peu par nous? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et c'est normal. Et on préfère la peur quand même de se faire atomiser plutôt que des gens qui disent ouais, Poutine a plus d'armes nucléaires. Mais c'est une blague. C'est eux qui ont fait la bombe au niveau de l'Union soviétique, c'est eux qui ont fait la bombe la plus puissante. Cette bombe de base, elle était composée pour 100 mégatonnes, mais ça a été modifié à 50 ou 57. Parce qu'il est capable de détruire, vous voyez l'île de France? Ah, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, il faudrait peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus réaliste, non? Parce que Non, là, mais Kevin, t'as oublié de souligner un fait.
c'est que Poutine, voilà, de 1, il a plus le nucléaire, et de 2, il a 56 cancers normalement. Donc dans quelques mois, c'est fini. Oui, ça c'est le bourrage de crâne. C'est exactement ce qui a été défini par Tom. C'est-à-dire c'est le bourrage de crâne de la Première Guerre mondiale. Et ça remarche, et ça remarche. C'est dingue. C'est là où ce qui est plus intéressant, c'est que je vois que certes, je ne pas dans la vie courante tous les jours, soit de vous, soit des personnes dans le live que vous voyez. Je pense pas qu'ils soient prêts à être embarqués et directement aller vers le front ukrainien. Alors, Il n'y aura pas le temps. et Gésias, ce que tu dis, c'est pas complètement idiot. Après, il y aura un mode alternatif qu'il faudrait qu'on creuse, qui est ce qu'on appelle Technocracy Incorporated, qui était un système qui était... on pouvait dire que si le communisme ou le socialisme c'est la dictature du prolétariat, c'est la dictature des techniciens et des ingénieurs. Bien sûr, ça souffre de beaucoup de particularités, y compris une absence de démocratie, mais des fois, il y a des pensées sur le cercle, elles sont pas majoritaires qui se disent est-ce qu'on va pas être obligé de dévier vers un modèle pareil avant de retourner à quelque chose d'autre. Donc on y a pensé à cette partie-là. Après, il vaut mieux un modèle démocratique qui appartienne aux travailleurs, aux gens qui travaillent, que ce soit ce qu'on appelle les petits patrons déclassés, parce qu'ils ne profitent plus du capital. Ils sont même plus propriétaires de l'entreprise. Ils ont l'illusion de la propriété par le fait que leur nom est posé. Mais les vrais propriétaires, c'est la banque. C'est pour expliquer pourquoi ils ont quelque part rejoint de facto le prolétariat. Et qu'en fait, on ne trahit pas l'esprit de la dictature du prolétariat qui a été imaginé par Marx, Lénine, etc. C'est un petit peu pour définir les choses, parce qu'il faut toujours poser les choses. Mais il faut avoir un peu de positif. Il faut se dire, ils sont pour le moment endoctrinés, et donc ça va prendre du temps à les désendoctriner. Mais on n'est pas tout seul maintenant. Il y a quand même des camarades américains qui sont assez nombreux, qui agissent dans le réel. Nous, on peut pas arriver à agir encore dans le réel parce que, de toute façon, ce qu'on ferait, c'est juste assister les gens des Restos du Cœur encore, ils nous accepteraient pas. Il y a tel bourrage de crâne gauchiste qui nous accepterait pas. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est un petit peu éveiller les consciences, réveiller les consciences, aussi que vous adhériez au mouvement pour que on puisse agir même dans le réel. Et ça, on a quelques idées, mais ça, on vous invite, là pour le coup, à venir nous rejoindre pour qu'on puisse en parler. Plus on sera nombreux, plus on a de chances d'y arriver. Alors, pour te dire, les restos du cœur, ça dépend où tu vas, mais à mon avis, il y en a quand même qui pourraient accepter, quand même. Il y a un truc où j'ai oublié de souligner par rapport à l'Ukraine, mais là, ça rejoint à peu près le premier thème et mon thème à moi. C'est que les deux sont soutenus par le capital mondialisé, dont BlackRock. C'est pour ça que quelque part, ils veulent pas lâcher l'Ukraine. Parce qu'il y a d'importantes ressources minières sur le plan agricole et sur le plan industriel, car il y a encore certaines industries qui sont assez intéressantes. Sur le plan électronique, qui a été, on va dire, de l'investissement occidental et qui date un peu aussi de l'investissement, on va dire, de la main soviétique et on va dire russe maintenant. Et aussi sur le plan, on va dire que c'est un peu sans être méchant, c'est à peu près comme en termes de corruption, c'est à peu près comme la Roumanie, fois pire. On peut facilement s'acheter soit un organe ou soit avoir un enfant gratuitement là-bas. Alors oui, c'est la marchandisation générale du capital. Ça a été déjà dénoncé par Kluskar, c'est-à-dire une déviation en fait du capital de façon à rendre tout marchand. C'est pour ça d'ailleurs que la morale, et ça, il y a une petite vidéo qu'avait fait Az, il n'y a pas qu'une détresse matérielle, il y a aussi une détresse morale. C'est à quoi sert encore l'humanité? Et là, pour le coup, oui, elle sert au sens strict du terme, mais la morale est tellement atomisée, tellement écrasée, que le capital, en fait, lui, il ne raisonne que par c'est rentable, c'est pas rentable, c'est bon pour nous, c'est pas bon pour nous. Voilà, ça va pas plus loin. Et donc, ça n'est pas étonnant de voir les descentes morales, y compris dans la cérémonie des JO que vous avez vu il y a quelque temps. Maintenant, il est 44, on a dépassé de 4 minutes cette partie. S'il n'y a pas d'autres questions, et on remercie Egésias pour sa réflexion, et bien sûr, on est prêt à répondre d'ailleurs à vos questions et réflexions du moment qu'elles sont faites sur un ton qui soit respectueux. Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions,
manifestez-vous. Là, on va prendre 2 minutes pour attendre potentiellement des questions parce que ça a été quand même une partie qui s'est étendue. Alors, juste pour souligner un truc, Youssef, quand tu dis que le Donbass, l'Ukraine en général est intéressante pour l'industrie, c'était déjà le cas sous l'ère soviétique. Tu avais pas mal de bonnes industries dans le Donbass et tout ça qui sont fort intéressantes. Et le camarade Nikita qui est dans le chat peut me confirmer, hein. Non, mais ça, je dis pas le contraire, mais c'est qu'ils essaient de repousser à maintes et maintes efforts, mais quelque part, heureusement, on va dire malheureusement, heureusement, pour ce qui se sur le plan international, je parle, et avoir la suite de tout ce que je sais, c'est que c'est la Russie qui gagne. Le seul point négatif, le seul point où les Russes perdent, on va dire, c'est sur le plan des cartes électroniques. Mais sur ça, il y a la Chine qui font en termes de passoire. Mm. Quand je dis en termes de passoire, c'est en termes qui fait le transfert. De Ouais, voies de voies de Ah, un autre qui font en sorte de détour. alors entre Taïwan, les États-Unis et la Chine, ça c'est encore un monde différent pour lequel on pourrait se pencher aussi, en parler et faire encore une autre vidéo dessus pour faire des petits rappels, mais Alors, il est 46 et il va falloir aborder maintenant la troisième partie. Donc, prochaine intervenant. Bon, bah, on va parler du cas de la Syrie. Ceux qui suivent un peu les infos de nos médias mainstream ou même sur Twitter ont souvent vu que la guerre civile syrienne s'est amplifiée avec, il me semble, un groupe. Youssef, redis-moi le nom de ce groupe. C'est en arabe, c'est Hayat el-Salem, c'est un groupe où tu as énormément de au début, c'était pas ça, mais tu avais de base l'opposition syrienne qui est financée par, on sait tous, ceux de Washington, les États-Unis et Donc le SAM, oui. Hayat el-Salem, il y a eu des groupes de la on va dire rébellion syrienne, d'anciens membres de Front Nusra, c'est Al-Qaïda au Moyen-Orient, et d'anciens membres de l'État islamique. Voilà, donc en gros, voilà, on va dire que ce sont juste des terroristes, hein, pour en grande partie. Donc dans les premiers temps où ça a repris de plus belle, donc il y a eu des problèmes au niveau de contrôle des frontières entre l'Asie et autres, ce qui fait qu'il y a eu des terroristes qui sont aussi rentrés dans les camps des ex-Al-Qaïda. Nous avons eu aussi la chute, il me semble, si je me souviens bien, de Alep, en premier lieu, hein, je ne me trompe pas, Youssef, hein, Alep est tombé très Non. vite. Non, continue, c'est bon. Ensuite, nous avons eu, donc on a, selon des infos qu'on a chopées sur Telegram, l'objectif de faire ça, ça serait de détruire la résistance, que Israël ait sa part du gâteau en Syrie, d'affaiblir le Hezbollah. D'ailleurs, on tient à souligner que ça, donc la guerre civile en Syrie a repris quand il y a eu allé avoir un cessez-le-feu au Liban. Donc, comme par hasard, hein, le Liban arrête de s'en prendre plein la gueule et c'est la Syrie qui s'en prend plein la gueule. Donc, on tient aussi à souligner le fait que l'armée de Bachar, donc les forces pro-Assad, ont extrêmement, on va dire, échoué. Ils n'ont pas réussi à repousser les terroristes. D'où le fait que Alep est tombé très vite, que Hama, c'est Damas, non? Plutôt Damas. Non, c'est d'abord Alep qui est tombé, puis c'est Oui. Hama, puis Homs. Voilà. Les forces pro-Assad n'ont pas réussi à maintenir. Les Russes sont épaulés au maximum en faisant des bombardements massifs d'ailleurs, hein. Vous avez sûrement vu les vidéos sur Twitter, on voit des bâtiments se faire exploser, littéralement. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a eu énormément de civils touchés aussi. Car malheureusement, qui dit ville conquise dit s'ils bombardent les villes pour les dégager, qui dit que les civils qui n'ont pas pu évacuer les lieux sont malheureusement bombardés. Les alliés de la guerre. C'est ça le problème. On peut aussi souligner le fait qu'il y a aussi les Turcs, hein, c'est la Turquie qui met aussi son nez dans l'affaire, hein. Si je ne me trompe pas, il y a la Turquie, Israël, donc le SAM, et c'est tout pour le côté force anti-Assad, il me semble, Youssef. On t'entend pas, Youssef. C'est plus les États-Unis qui ont fait ça pour délibérer au sens Israël, vu qu'ils sont en grande difficulté, vu qu'ils n'ont pas réussi à tenir Gaza malgré les 1 an de guerre, et par rapport au Liban avec le Hezbollah, qu'ils n'ont pas réussi à les détruire carrément. Je sais que les Hezbollah ont, au vu de ce qu'il y a eu, énormément de pertes, mais on peut dire qu'Israël n'est pas des objectifs initiaux à propos du Chili. Ça remonte en 2006 pour le coup, si on fait une petite comparaison rapide.
Ouais, On, le, on voit le qu'il y a- souci, c'est que. Non, vas-y, Kevin. ouais, on voit qu'il y a une volonté d'anéantir quand même les BRICS dans son ensemble et leurs alliés, pour une raison très simple. Alors, déjà concernant la partie Bachar el-Assad. Ok, le mec est pas blanc-bleu. Euh, on- En fait, on a du mal à croire que le mec, il martyrise à ce point sa population, qu'il a gazé, etc. Tout ça, il faudrait quand même faire une forme de contre-enquête. Je suis pas spécialiste, en fait, de cette partie du Moyen-Orient, mais ce genre de théorie semble cousu quand même de fil blanc, hein. Dire toujours il y a un grand méchant et un grand gentil, c'est très compliqué. Il y a surtout des intérêts. Or, est-ce que Bachar el-Assad avait intérêt à jouer au gazeur fou? On peut se poser la question, hein, de façon à se maintenir au pouvoir. On ne pense pas que capitalistiquement, il y avait intérêt. Bachar el-Assad n'est pas non plus c'est pas un communiste, hein, c'est plutôt franche du capital, donc les intérêts, les intérêts. Donc on ne juge pas meilleur sur ça. Mais par contre, on pense que ça nuit à un monde qui se veut multipolaire. Polaire dans le sens où il n'y a plus une forme d'Occident fermé, dominant, qui gère le monde, et surtout géré par les États-Unis d'Amérique, et qui est une nation valet, hein. Une nation valet. C'est pas eux, c'est pas les États-Unis qui commandent, en fait. C'est des gens qui commandent les États-Unis, et les États-Unis servent de gros gendarmes du monde pour ces mêmes gens. Il faut bien comprendre que l'État capitaliste n'est rien de plus que la marionnette des capitalistes eux-mêmes. Mais ça a déjà été dit dans Marx. C'est pour ça que nous on croit à un État, mais qui est l'État socialiste, et qu'on critique les anarchistes, puisque les anarchistes pensent que toute structure étatique est mauvaise. Ça en reviendrait à dire que, euh, je sais pas, que une cuvette pleine de caca équivaut à une cuvette propre. Dans les deux cas, c'est une cuvette, l'une est pleine de caca, l'autre est propre. Bon. Et dire non, mais Ouais. c'est les cuvettes qui sont mauvaises parce qu'en attendant, j'en ai vu deux ou trois qui étaient pleines de caca. Non, mais il y a un autre raisonnement aussi que tu peux poser, c'est que l'État est un outil. Un outil, par exemple, tu fais un marteau c'est fait pour bricoler en général, mais tu peux t'en servir pour tuer aussi. Pourtant, c'est pas l'outil qui pose problème, c'est la personne qui détient cet outil. Un État peut très bien servir l'intérêt national et pas l'intérêt des finances. Oui, Après, non. après de mémoire, Bachar al-Assad, il y a une période, il s'entendait fortuitement bien avec les États-Unis. Enfin, il n'y avait Oui. pas vraiment de problème. Est-ce que là, ça soulignerait pas derrière une volonté d'affaiblir le Hezbollah aussi? Parce que le destin de la Syrie est étroitement lié au destin de la Oui. Libye, hein. Donc la question est à se poser quand même. Selon les dernières infos, l'Iran, là, je sais plus, il me semble qu'ils envoient aussi. Bah, il y a le Hezbollah, c'est sûr, sur le terrain, là. T'as aussi Wagner qui va rappliquer. Mais ça n'empêche que la situation pour Bachar el-Assad actuellement est très mauvaise. Il y en a plein qui disaient hier soir que la Syrie pouvait tomber sous 72 heures. Et actuellement, ça se confirme, hein. La C'est problématique, l'ironie du sort. la problématique, Razer, c'est que en fait, on risque de se retrouver devant un scénario. Ce qui est très amusant, c'est que en fait, c'est le scénario déjà vécu. C'est ni bis. C'est-à-dire que il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'il serait prétend en fait dire oui, à Gaza c'est parce qu'il y a des terroristes, alors il faut faire ci, il faut faire ça, pour soutenir les terroristes des forces syriennes libres de l'autre côté. C'est presque ironique. Et dites pas que Israël n'a jamais soutenu les terroristes, c'est pas vrai, puisque quelque part en fait ils se foutent eux-mêmes dans la merde. C'est bien Bibi qui a Netanyahou qui a soutenu à la base de Hamas. Le Hamas, on peut dire nous qu'on le soutient absolument pas, mais on sait ce qu'il y a derrière. Bon, il y a le FPLP, hein, ça veut pas dire qu'on dit faut pas soutenir la Palestine. On soutient le FPLP, le Front de Libération de la Palestine, marxiste-léniniste, on le soutient. Mais oui, en effet, le Hamas, il a été financé par qui, hein? Par Israël, en grande partie. Ouais. Et ça leur a pété au nez d'ailleurs. Et d'ailleurs, Comme les Américains avec Daesh. Résultat, qui c'est qui a gagné en Afghanistan, au C'est final? les talibans. ouais. Voilà. Est-ce qu'ont combattu les Et, soviétiques? et,
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à chaque fois que les États-Unis font les gendarmes du monde, peu importe que ça soit le Koweït guerre, n'importe, avant le massacre qu'il y a eu au Rwanda, je vous rappelle que quand même au Rwanda, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont quand même Rapproche ton micro. fourni les Américains ont quand même fourni des armes, des machettes, en tout genre, je sais plus c'est Hutu, Tutsi, mais c'est une des 2 communautés et puis après, beh, il est arrivé ce qu'il est arrivé et à chaque fois, en fait, que les Américains sont interventionnistes, du moins les démocrates, quelques républicains aussi, qu'il y a eu, ces 100 dernières années, à chaque fois, le pays est déstabilisé, heu et derrière, en fait, ça tient sur de la paille. Donc dès qu'il y en a un qui veut se surélever, enfin, pas se surélever, mais se présenter auquel les États-Unis sont pas en accord, bah, les résultats sont toujours les mêmes. C'est fragilisé par ça, il y a tout le temps une, une grosse dose d'interventionnisme derrière, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, on tient à rappeler un fait, hein. Donc là, les Américains soutiennent littéralement des anciens gars d'Al-Qaïda, donc Al-Qaïda indirectement. Et ils les soutiennent financièrement, militairement, politiquement, alors que c'est eux qui viennent chialer quand ils se prennent malheureusement des attentats, hein. Et quand on en subit aussi d'ailleurs des attentats, hein. Mais si on arrêtait d'aider ces gens à l'étranger, dans d'autres pays, on n'en serait pas à recevoir des bombes dans un bar, tu vois, ou des fusillades. Donc La bon, après on peut question, implorer, mais bon. oui, la question maintenant la plus grosse question qui va se poser, c'est où ces conflits vont globalement nous propulser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nos compatriotes devraient être bien plus vigilants. Maintenant, est-ce que tu as autre chose à dire sur cette partie-là? Parce que on arrive dans les dernières Bah, minutes. ouais, bah, il y a une dernière chose à dire, c'est que j'ai les dernières infos. Merci Youssef d'ailleurs pour mes ordonnées. C'est que Bachar, je retrouve, selon une source d'information israélienne, si je me trompe pas, Youssef, C'est Bloomberg, normalement, c'est soit ouais, israélienne, soit c'est l'un des deux, de l'un des mémoire. deux, voilà. Donc, je cite Assad, donc Bachar, a proposé de promulguer une nouvelle constitution et a accepté d'engager des pourparlers avec l'opposition politique. Deuxième point, Assad est prêt à un accord qui lui permet de conserver les zones restantes sous son contrôle ou de garantir sa sortie en toute sécurité. Donc, ce qui veut bien dire que Bachar n'a pas confiance déjà dans son armée, puisqu'on ne sait même pas s'ils vont tous au front, et qu'il prépare soit sa sortie, soit de pouvoir gouverner les territoires qui lui restent. S'il lui reste quelque chose, bien sûr. Je n'ai plus rien à rajouter, hein. Le cas de la Syrie est très inquiétant. Ce que je sais par rapport à la Syrie, c'est récemment dit pour le coup, c'est que les Iraniens prévoient d'envoyer 2 ou 3 brigades pour le coup. Je sais que les milices, on peut dire ce que l'on veut de l'Iran, malgré que sur ça, ils essaient de faire une sorte d'aire de protection. Ça, on va dire, ça date, pour ceux qui connaissent l'histoire, à l'Empire perse. Mais qu'ils ont envoyé des milices chiites irakiennes en Syrie pour combattre. Je sais que sur le front, c'est la désescalade, comme l'a dit Razer, où les troupes de Bachar, en majorité désertent ou s'enfuient en Irak ou essaient de partir autre part. Je sais que la Ouais. Russie a envoyé des forces spéciales, mais tout ce que je peux dire, c'est que le cas de la Syrie ne tient plus que sur quelques maigres personnes et à voir si la Russie n'a pas négocié avec les autres pays, que ce soit la Turquie ou l'Iran en coulisses, pour voir comment ça va se passer après. C'est La fini pour ma question, partie. voilà. Alors Ah, avant de ah, clôturer, il faudrait j'aimerais peut-être souligner un truc. les questions, parce que le chat, faut quand même s'en soucier un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Les parties que l'on expose sont là pour vous permettre de réagir justement. Notre live, il est là pour faire en sorte que vous puissiez interagir avec nous dans ces moments-là. Bien sûr, vous pouvez venir par la suite sur le cercle, mais ça vous permet de réagir, de pouvoir dire un petit quelque chose, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Alors, je vais regarder le chat et tu peux. Vas-y, Jérémy, tu peux terminer vite fait ton truc. Je regarde le chat s'il y a des questions. Il y a un truc que j'aimerais souligner aussi, c'est que la guerre entre l'Ukraine, enfin, entre l'Occident
Et la Russie, enfin, les troupes qui sont envoyées, notamment, bon, les Ukrainiens en ont marre et ça se comprend. Les Ukrainiens, d'une, fuient le combat. Les Russes aussi sont un peu dans la même mouvance parce qu'ils ont ras-le-bol. En fait, il y a un truc, c'est que quand des guerres qui sont pas entre guillemets territoriales et dire patriotes, le fait de conquérir un territoire, on va dire le soldat qui est au front a, a pas très envie en fait de se battre parce que c'est clairement des combats d'élite sur lequel la notion de nation y est pas en fait au sein des rangs. Et on retrouve la même chose exactement en Orient. Oui, c'est un système, c'est la déviation en fait du système de conscription avec la nation au centre des choses, à avoir mis la solde au centre des choses, c'est-à-dire l'argent que peut se faire un militaire à la suite d'une action de combat. Et ça, c'est quelque chose qui a tué l'Empire romain, hein, d'ailleurs. Et qui ne sont pas. Enfin, on voit les guerres, on va dire, du début de siècle, hein, que ce soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième. C'était vraiment. Là, c'était vraiment centré sur la nation, que ça soit du côté de l'Axe ou des Alliés. Et, et un peu pareil concernant la Première Guerre mondiale, même si. Mais on ressent que t'avais une envie quand même. C'est-à-dire que en peu de temps, tu mobilisais des gens et ils partaient au front. Et bon, la guerre, c'est la guerre, mais il y en a qui Oui, étaient contents de partir, je pense. on peut faire une critique d'ailleurs objective des gens même de l'Axe. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens de la Wehrmacht qui pouvaient ne pas être obligatoirement nazifiés totalement, mais qui disaient, bon, l'Allemagne est en guerre, je vais défendre mon pays. Et que ça allait pas plus loin. Très souvent, dans les franges nazies, là on dit c'est dégueulasse, et en fait il y avait soit des tarés, soit des gens qui travaillaient totalement pour le capital, c'est que au dernier temps du nazisme, il y a eu tout un tas de petits dirigeants nazis qui ont cherché à se planquer, à dire non mais attends, moi je vais me reconvertir dans ça, et puis moi je m'occupais de la banque, etc. Oh là, ça va chauffer pour nous. Donc ils n'avaient aucune considération pour l'Allemagne, ils s'en foutaient, ils se sont dit on avait un bon poste, on s'en foutait plein les fouilles, et maintenant ça va faire vilain vilain, hein, à faire se casser. Il y en a qui s'étaient déjà cassés depuis longtemps, hein, d'ailleurs, hein, qui tout d'un coup se reconvertis ont aimé beaucoup plus les États-Unis, comme par hasard. Opération Paperclip. Il nous reste un dernier sujet. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, c'est le sujet de Tom. Ouais, Il nous reste bah, à aborder. oui, Vas-y, vas-y. c'est le même sujet que Augustus, en fait, enfin, Youssef, pardon. On avait la réponse de la Russie face à l'OTAN, l'agression de l'OTAN, donc voilà, je vais compléter un peu ce qu'il a dit, peut-être redire un petit peu des éléments, voilà, voir ce qu'il y a. Donc, en guise d'introduction, je vais déjà dénoncer l'absurdité des gauchistes. Bon, je vais me concentrer plus particulièrement sur les gauchistes en France, même s'il y a un article de Infrared qui dénonce le gauchisme aux États-Unis. Moi, je vais vraiment être centré sur la France, parce qu'on a par exemple le cas du socialiste. euh, Comment il s'appelle déjà le dirigeant du Parti socialiste? Vous l'avez ce nom? Il est devenu tellement petit ce parti qu'on se souvient même pas du dirigeant. C'est Glucksmann. Voilà, Glucksmann. Voilà, C'est encore Glucksmann. Glucksmann, c'est encore Glucksmann. Ils l'ont gardé lui. Oui, Voilà, oui c'est Glucksmann. Glucksmann. Il est tellement petit que je l'avais oublié, t'as raison, Kevin. Et ben voilà, c'est justement ça, c'est-à-dire que Glucksmann qui va affirmer son soutien à l'Ukraine et qui va se dire anticapitaliste. Enfin, c'est cette gauche. Plus généralement, bon, elle s'est effondrée, mais c'est la NUPES. Donc c'est cette gauche qui va apporter un soutien à la Russie, à l'Ukraine, pardon, plus ou moins affirmé en soutenant l'Europe ou en affirmant clairement leur soutien à l'Ukraine. Euh, Sauf que le capitalisme, c'est un arrangement institutionnel et géopolitique mondial, et les forces anti-impérialistes
elles sont en train de le faire voler en éclats. Et donc, cette gauche qui n'est que la gauche du capital veut nous imposer une autre vision de ce qui se passe, quoi. Et c'est ça le problème, c'est cette vision du capitalisme. Donc, après l'introduction, moi je vais passer à la réponse de la Russie. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 2 semaines, le ministère russe de la Défense a déclaré préparer une réponse face aux frappes de missiles Atakams dans la région de Koursk. Donc oui, je crois que ça s'est passé il y a environ 2 semaines. Et ces missiles ont frappé un dépôt de munitions et ont été livrés par Washington. Donc ce qu'on sait, c'est que la Russie, elle prépare une riposte, mais le communiqué ne précise pas contre qui la riposte est organisée. Je pense plus sur ça, Tom, excuse-moi d'avoir interrompu. Je pense plus que c'est soit sur des cibles militaires ou soit sur des cibles, on va dire, où la Russie va tirer ses biens plus militaires, ou ses proches vers la frontière polonaise, où ils tireront soit vers des hubs logistiques ou soit vers des centres importants énergétiques. Parce que récemment, la Russie, à la fin du mois d'octobre, et novembre, ils ont tiré sur, pour le cas de novembre, c'est sur un important centre gazier pour l'Europe où ils concentraient le gaz. C'était la réserve de gaz avant qu'elle parte directement en transition vers l'Europe de l'Ouest. Et pour en octobre, c'était sur d'importants sites ferroviaires où ils ont tiré. Que c'était utilisé soit pour du fret ou soit pour du passager. Je laisse continuer, Tom, excuse-moi. Non, tu as raison, merci de la précision. Donc, Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a lancé un avertissement. Donc, je vais vous lire sa déclaration. Les hommes politiques et les journalistes américains discutent sérieusement des conséquences du transfert d'armes nucléaires à Kiev. Il semble que ma triste blague sur le fou et sénile Biden, qui a décidé de mourir gracieusement, emportant avec lui une partie importante de l'humanité, se transforme en une réalité effrayante. Transférer des armes nucléaires à un pays en guerre contre la plus grande puissance nucléaire, l'idée est elle-même si absurde qu'elle fait naître des soupçons sur la présence d'une psychose paranoïaque chez Joe Biden et tous ceux qui discutent de l'opportunité d'une telle démarche. Et pourtant, je vais devoir commenter cette absurdité. La menace même de transférer des armes nucléaires au régime de Kiev peut être considérée comme une préparation à un conflit nucléaire avec la Russie. Le transfert des effectifs de telles armes peut être assimilé à un acte d'attaque accompli contre notre pays au sens de l'article 19 des fondements de la politique de l'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Les conséquences sont évidentes. Donc, il aborde clairement le fait que l'OTAN provoque la Russie et on peut se souvenir des mots de Aberkan quand il dit que en quelques millisecondes, nos yeux peuvent s'enflammer, je crois, brûler, notre peau peut fondre et notre corps peut se vaporiser. Donc on peut se demander, comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, si les stratèges occidentaux se croient à l'abri dans leur bunker doré. Or, ils ont bien vu avec Hiroshima que personne n'échappe à une puissance nucléaire et qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce que la Russie est une puissance nucléaire, on l'a dit. Donc, je vais paraphraser la très belle phrase, encore une fois, d'Aberkan à ce sujet qui souligne toute la portée, toute l'horreur d'une telle situation. Une guerre atomique ne fera pas de vainqueur. Seulement des ombres dans le béton et des cendres emportées par le vent. Il faut donc impérativement privilégier la démocratie. Voilà, j'en ai fini pour la partie. Sur ce point Alors, que je vais rajouter. Continue ou je fais? Ouais, je voulais rajouter quelque chose à l'introduction, parce que tu as parlé des mouvements gauchistes. Il y a quand même quelque chose qu'on nous dit tout le temps, et il serait temps quand même d'arriver à faire céder ça. C'est dommage qu'il reste que 8 spectateurs. Je vais répondre par, encore une fois, un livre assez ancien maintenant. Quand même, il est sorti, je vois copyright by
Les éditions du Progrès, Union soviétique, 1967. Et en fait, il avait déjà analysé ce qu'il appelait le nazbolisme, le socialisme dit national. Alors, ce qui est marqué, on va voir si on retrouve l'idéologie du cercle à l'intérieur. On pourrait faire notre autocritique. Le socialisme national est une théorie nationaliste visant à isoler les pays engagés dans la voie d'édification du socialisme, à empêcher le mouvement communiste des pays capitalistes de s'inspirer de la grandiose expérience acquise par l'Union soviétique et les autres pays socialistes dans l'édification de la société socialiste. En quoi on aurait refusé de citer les exemples de la Chine, de citer, de mettre en avant nos camarades américains, de mettre en avant les bonnes choses qui se passent dans le monde, d'avoir de l'actualité internationale si on était autant centré sur la France. Il y a quelque chose qui est reconnu sur ça au niveau du cercle? Non. Ok. À quel moment on doit faire preuve d'une forme d'internationalisme généralisé? C'est l'internationalisme prolétarien qui est défendu par le marxisme-léninisme. Et il est hors de question par internationalisme ou solidarité internationale, de soutenir des systèmes qui sont par essence contre l'édification du socialisme. En quoi l'islamisme militant de certains gens, certaines personnes qui viennent en France pour foutre le bordel, en quoi les soutenir est de l'internationalisme prolétarien? Ça, c'est une question qui est primordiale. Par contre, des gens qui nous critiquent, la définition contrairement révisionniste et dogmatique, qui disent on va faire une forme de socialisme de synthèse fonctionnelle dans tous les pays, sont réellement des gauchistes et dénoncés. Ça, c'était Dans le l'ajout. bouquin, non mais d'ailleurs dans le bouquin même que tu cites, hein, Économie Hmm. politique du socialisme, il précise bien qu'il faut adapter en fonction de l'histoire, des caractéristiques de chaque pays. Donc bon, De plus, en plus, ce qui est très drôle, ce qui est très amusant, c'est qu'ils disent eux-mêmes que la mise en commun des petits moyens de production et d'échange, en fait, pourrait être fait, mais dans très longtemps. Ils laissent à penser ça. Donc, en fait, ce que vous nous reprochez, c'est juste de répéter, en fait, le manuel de formation en économie politique du socialisme qui a été fait en Union soviétique dans la fin des années 60. En fait, ce que vous nous reprochez, c'est de dire que le communisme ne va pas se construire en quelques mois, une année, quelques jours, etc. En fait, c'est ça que vous nous reprochez. Donc, il faudrait tout collectiviser d'un coup, sans préparation, sans rien, sans que les gens soient d'accord. Donc, renier la démocratie pour exécuter une forme de pseudo-socialisme qui serait en fait un truc complètement synthétique. Alors on va la Somalie, la France, je sais pas, l'Albanie, c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. C'est des peuples Russie. différents, avec des habitudes de vie différentes, avec des retards sur certaines choses. Par exemple, en Albanie, on pourrait citer le coup d'un système tribal encore trop avancé. En Algérie, il n'y a pas de système tribal, sauf dans la partie presque saharienne, subsaharienne. Oui, C'est sur- Touareg, c'est pour ça. oui. Donc on ne doit pas les respecter aussi, il faut les foutre à la poubelle. Bon, les Algériens s'en chargent, les Algériens du Nord s'en chargent eux-mêmes. On pourrait presque dire avec ironie. Donc voilà, c'est absolument nécessaire de citer les vraies sources. Donc ça c'est la première De ce- chose. De petite ce qu'a dit correction. Marx. Attends, Vas-y, je Raza. fais une petite correction. Le bouquin a déjà été commencé à être écrit après sous les années Staline. Il a été publié vers début 60 et pas fin 60. Début 60. Ce qui a été dit par Marx, c'est que les socialistes et communistes de chaque pays doivent s'adapter au contexte de leur pays. Ça va pas se passer pareil. Exact. De ce qu'a fait Ogla par rapport à l'Albanie, sur ça c'est un petit bref rapidement, après je passe à autre chose, il a essayé de le faire parce que l'Albanie, c'était un territoire qui était récemment conquis, et quand je dis récemment, c'est au bout de moins de 100 ans, dans l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'il y avait quelques marques encore tribales. Sur ça, il a bien fait, on peut dire un peu son boulot, mais autre chose. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on va se développer petit à petit. Je veux dire, par exemple, l'URSS et tous les pays qui contournent, ils ont réussi à se reconstruire au bout de... avec la Première Guerre mondiale. La
les premiers combats, on va dire la mi-guerre civile plus la seconde guerre civile entre les rouges et les Russes blancs, les tsaristes. La reconstruction, ça durait à peu près 15 ans, plus la Seconde Guerre mondiale, on va dire à peu près 25 ans sous flux constant d'annihilation totale. Plus blocus international sur les 3 plans, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan économique ou sur le plan des produits de première nécessité ou pour faire marcher une nation. En Ce que plus, j'ai vu par rapport aux pays occidentaux, ça va être à peu près entre 10 à 20 ans. en plus, on peut rebondir sur quelque chose, moi, qui a frappé un de nos camarades, hein, c'était la question de Youssef, et en disant, alors ça, vous voyez, ça, c'est du racisme. Ça, c'est de l'assimilation. Parce qu'il est maghrébin, obligatoirement, à la base, il était de gauche. Bah non, il n'était pas de gauche. On va vous décevoir très fortement. C'est nous qui l'avons emmené au marxisme-léninisme parce que vous avez devant vous le portrait type d'une personne qui était franquiste. Donc c'est un fasciste à la base, Youssef. Il est venu au socialisme, à la question du marxisme-léninisme, avec le cercle du clos. C'est le cercle du clos qui l'a défascisé. Mais à la base, c'était un troller anticommuniste de haut vol. Hein. Et c'est fort dommage. Hein. C'est-à-dire que faut pas se référer, justement, nous on n'est pas ethno-racialistes, faut pas se référer à la couleur de peau. Il peut y avoir des fascistes qui viennent de tous bords, hein, très clairement. Après, il y a des gens qui sont capables de se remettre en cause, d'autres qui en seront pas capables. Et vous n'êtes pas capable d'avoir une vision du réel. Et ça, Youssef peut vous en parler. Hein. Le Youssef gentil que vous dépeignez de départ était pas aussi gentil que vous le pensez à la base. Je te laisse la parole, J'en sors Youssef. quoi? Quelle blague? Non, non, je Ah te bah laisse. sur ça avant que je crois que non, je vais parler, non sur ça, je vais pas dire les mots qu'il faut pas dire, mais je veux dire sur ça, je croyais que les communistes étaient, on va dire, les visions totales, comme dirait sur Napoléon à peu près lors des premières coalitions, que c'était les antéchrists, qu'elle nous ramenait vers l'acre du diable, de Lucifer. Mais bon, on va dire que sur certains communistes, à l'époque, c'était même pas la critique de la religion, c'était plus de la critique de la religion envers que la religion sert du bon petit chien au peuple et que le peuple le suive comme un bon petit, comme une bonne petite personne débile sans rien dire. C'est ce qui est là le plus dangereux. C'est que la religion devient un sort d'état fantoche, si on peut traduire ça rapidement, un sort de pion. Mais en Par l'occurrence, exemple, demain, une personne qui est dans la pauvreté, on te dira non, t'inquiète pas, t'auras ça au paradis. En l'occurrence, Les problèmes il a confondu les œuvres désagréables du POUM avec celles des véritables marxistes-léninistes. C'est-à-dire qu'il avait une incompréhension de la partie de la guerre civile espagnole, où il pensait vraiment que les franquistes avaient sauvé les pauvres gens qui ne faisaient que prier. Donc ça a été quand même quelque chose qui l'avait frappé, hein. C'est-à-dire les massacres de religieux qui étaient complètement inutiles. prêtres et de nonnes de la part des anarchistes. Exact. C'est sur ça que ça a retourné la majorité des gens qui étaient à la base neutre vers le camp franquiste là-dessus. Qui disaient Donc, que eux ils étaient moins pires que l'autre. voilà. Donc maintenant, on vous laisse réagir, hein, même s'il n'y a que 8 spectateurs simultanés. Si vous avez des questions à poser par rapport à la partie qu'a fait Tom, hein, que ce soit sur l'introduction ou que ce soit sur le fond de ce qu'il a dit, qui est un complément à ce qu'avait dit précédemment Youssef, on vous laisse la parole, il n'y a pas de souci, et ça nous a permis d'introduire ceci. Vous doutez bien que si on introduit ceci à mort, c'est qu'on va en parler bientôt. Si vous avez des questions dans le chat, on peut y répondre. Vous avez quelque chose à rajouter, les gars, ou pas, Youssef, Kevin, Jérémy? Le seul Non, a point que j'ai priori. rajouté, c'est par rapport avec la partie de Tom, que je risque que j'ai failli oublier, c'est qu'en ce moment, à l'Ouest, il parle de les petits sacs de secours à tenir en pendant 3 jours en France, et que je sais qu'en Suède, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils parlent de kit de survie, au sens, quand je dis de survie, c'est kit comment réagir en cas de guerre. Tout ce que j'ai à dire, c'est tout. D'autres réactions, sinon à 22h25, ben on vous dira au revoir. Hein. Dans le chat. Non, il n'y a pas eu de questions depuis. Tu peux rapprocher ton micro, Je disais, il n'y a pas eu de questions depuis tout à l'heure, donc
Non, mais on est en fin de soirée, ça peut se Je dirais comprendre. plus, par rapport à une habitués à la guerre, c'est plus une guerre psychologique pour amener les personnes à penser à rester faibles, mais surtout à pas penser à autre chose et qu'à faire leur petit boulot de, excusez-moi du terme, de bons petits esclaves. Mais sur ça, ils restent, fragilisés, je pense. C'est plus une guerre psy c'est une guerre à la fois physique et je me souviens plus qui disait ça, mais ça ressemble à une s excusez-moi de faire un peu mon petit religieux, mais ça ressemble plus à une guerre que de ce qui a été décrit dans les 3 livres saints. C'est une guerre plus mentale. Ou sur ça ressemble à on peut décrire à peu près ce que disaient certains prêtres catholiques ou d'autres, que ce soit rabbins ou imams, qui disaient que ce qu'on a actuellement avec le capital, ce serait l'œuvre de l'antéchrist, que l'antéchrist n'est pas une seule personne, mais ça serait comme une sorte d'idéologie. Ça, on pourrait passer sur une explication métaphysique, mais c'est pas l'objet, je pense, de la De vie. ce live. ouais, de ce live. Jérémy, un petit mot? Ah oui, il va, on va en profiter. Comme il y a 4 minutes où il n'y a pas de questions. Alors, il y a eu quand même des changements au sein du cercle du clos infrarouge. Alors, déjà, moi, je suis en service quasiment inactif, même si vous me voyez dans ce live. Mais il est possible que dans les prochains lives, je n'y sois plus. Le seul truc que je fais, c'est déclencher au niveau de l'OBS et après, je laisse les gens faire le live. Mais là, on était en déficit de personnes. Il y a eu un changement de ligne vers une ligne un peu plus souple du point de vue accueil et assez travailleuse. Et ça, on tient à féliciter tous Jérémy. Alors, il y avait une ligne qu'on appelait la ligne lambda, qui était illustrée par mon père. Maintenant, c'est cette personne-là qui se trouve à ma droite sur l'écran Discord, qui s'occupe essentiellement de la ligne et de l'organisation du cercle. Donc, on peut lui dire bravo pour ses efforts, tous. Ah oui, la ligne Jérémy est vachement beaucoup plus ouverte. Donc, niveau accueil, par exemple, si les gens veulent venir faire des présentations écrites ou vocales, vous ne serez pas forcément recalé sur infrarouge. C'est beaucoup plus ouvert sur plusieurs sujets. Tant qu'il n'y a pas d'apologisme de trucs terroristes ou des trucs ultra gauchistes ou woke, vous passerez crème. Et j'invite les gens qui ont été un peu certains expugnés, je pense à quelques personnes qui ont été bannies sur quelques raisons, Rapproche le microphone. avec sujet à peut-être revenir vers nous et à en discuter sur certaines choses de votre tour, afin de pouvoir discuter, d'apaiser les choses et voilà. Donc même les gens qui se sont fait un peu, entre guillemets «écarter» pour le coup, heu, peuvent revenir si ça les intéresse de revenir discuter avec nous, il y a pas de souci. Et ça se fera au cas par cas, pour le coup. Bon, on voit qu'il y a des gens qui, en plus, on termine tard le live, hein, il est 22h23. On va dire qu'on est samedi soir, les gens ont peut-être des choses aussi un peu plus importantes à faire. Mais on vous appelle à nous rejoindre en premier sur Infrarouge. Pour les gens qui sont un peu plus théoriciens, ce sera le cercle du clos, beaucoup plus. Mais c'est surtout Infrarouge qui va falloir renforcer parce que c'est un courant global. On prévoit peut-être des actions dans le réel, dans le futur. Ce n'est pas que de l'imaginaire, hein. Les choses vont commencer à se mettre en place. Donc, rejoignez-nous. Essayez de faire de la pub autour de vous. Ça vous coûte rien auprès de vos proches parce que c'est avec des petites boules de neige euh, qui se forment qu'on arrivera à faire une grosse boule. Euh, alors, Récemment, je vais laisser Jérémy s'exprimer sur cette partie. Et dans Euh, maximum à 30, par contre, on coupe le live. alors, ouais, je vais renvoyer un lien du coup dans le chat. dans le chat. Il y a pas de souci. Heu, après on verra, on discutera dans le dans la présentation du coup.
pour une horaire qui t'arrange. Et n'hésitez pas à venir, hein, pour ceux qui ont le lien. T'as vu le message de Egesias, Jérémy? Oui, oui, oui. D'accord. Il y répondait, Razer. Ouais, c'est pour ça, pour être sûr. Tom, Razer, un mot pour la fin? J'ai Chose rien de à plus à rajouter, dire. hein. Hormis que ça a été un très bon live ce soir. Ouais, j'ai apprécié ce premier live, mais à part ça, ouais, j'ai rien à rajouter. Là, je tiens. Vous faites pas gonfler trop les chevilles, hein, c'est vous qui vous félicitez vous-même. Bien sûr, bien sûr. Il y a pas d'autres réactions? Et pour les gens qui sont en train de voir ce live en différé, alors nous on va couper juste la partie hors du générique, lui-même la fin de générique, vous savez, où il y a de la musique. Le reste du live, par contre, il ne sera pas coupé d'une quelconque façon. Comme d'habitude, 4 vidéos seront produites à la suite de ça sur les 4 sujets. Donc, si un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre, bah, vous aurez la possibilité de nous retrouver en vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant. On va essayer de multiplier les choses comme ça. D'ailleurs, les lives vont, avec l'accord de tout le monde, se multiplier. Et donc, vous aurez de plus en plus des visages du cercle et d'infrarouge sur YouTube. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez nous mettre en commentaire un autre horaire de live ou d'autres jours où on pourrait faire des lives. Si vous dites, bah non, le samedi soir, nous, on a d'autres choses à faire, etc. Conseillez-nous aussi. On prendra en compte ceci avec. Il est 22h27. Je ne vois pas d'autres commentaires. Donc, on va tous vous souhaiter une bonne soirée. Et on va couper Portez-vous maintenant bien ce live. et à la prochaine. Passez une Et bonne bonne soirée à vous. soirée. Au revoir. Une bonne soirée, au revoir.